J'ai grandi dans une famille pauvre. Mon père était une petite frappe qui a toujours trompé ma mère. Elle l'a mise à la porte de la maison quand j'avais 4 ans. Et elle avait bien raison de le faire. Après ça, nous nous sommes retrouvés, tous les deux. Ensuite, j'ai grandi dans la période nazie, quand la rigueur et la discipline étaient très importantes. Inconsciemment, j'en ai sans doute gardé quelque chose. C'est finalement très normal. À la fin de la guerre, Joseph Fritzl a commencé l'école primaire. Il avait 2 ans de plus que ses camarades de classe. Karl Dunkel est alors devenu son meilleur ami. On l'appelait Pepperl. En Autriche, c'était Joseph, mais nous l'appelions Pepperl. Il était un peu supérieur à nous, si vous comprenez ce que je veux dire. Il avait 2 ans de plus parce qu'il avait sans doute commencé l'école plus tard à cause de la guerre. Il était un élève discret, tout à fait. Je dirais même qu'il était un des meilleurs élèves de la classe. Dans ses dépositions à la police, Joseph a raconté que sa mère refusait de se rendre dans les abris quand les sirènes résonnaient. Elle confiait alors son fils terrifié à ses voisins. Joseph était intelligent. Malgré la guerre, il réussissait très bien à l'école. Ma mère était une femme forte. Elle m'a appris la discipline, l'ordre et l'assiduité dans le travail. C'était un solitaire. Le père d'un de nos amis avait l'habitude de dire « Les enfants, prenez soin de Fritzl, c'est un si pauvre petit garçon. » Frédéric Lemleiner se souvient aussi de la mère de Joseph Fritzl. Sa mère était très modeste, une pauvre femme. Toujours habillée avec des vêtements sombres. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle aimait nous voir venir lui rendre visite. Elle essayait toujours d'éviter que ses amis ne viennent à la maison. Elle était la meilleure femme au monde. Et d'une certaine façon, j'étais son mari. J'étais le seul homme à la maison. Je l'aimais plus que tout. Ai-je fantasmé sur ma mère? Oui, probablement. Mais j'étais fort. Et j'ai donc réussi à calmer mes envies. Après l'école, Joseph Fritzl a voulu devenir ingénieur. Après, en devenant plus mûr, j'ai commencé à sortir et j'ai eu quelques petites amies. Et puis j'ai rencontré Rosemary. Elle n'avait rien en commun avec ma mère, mais il y avait quand même quelque chose de similaire. Elle était beaucoup plus timide et plus faible que ma mère. J'ai connu sa mère, c'était une femme très forte. Elle l'a souvent frappée, c'est vrai. Ma sœur était toujours très calme, une personne très calme, silencieuse. Elle ne se faisait jamais remarquer comme les autres adolescentes, elle était très calme. Ils se sont rencontrés dans un café et après une semaine, elle l'a amené à la maison pour le présenter à nos parents. Elle n'avait jamais eu de petite amie avant. C'était la première fois. Ma première impression de lui a été très bonne. Il était jeune et sympathique. Il a fait une très bonne impression. Ça a changé au fil des ans. Il est devenu un despote. Il n'y avait que lui qui comptait. Il disait « Arrête de manger, tu es trop grosse » et il nous disait ça à toutes les deux. Moins d'1 an après avoir rencontré Rosemary, Joseph l'épousait. Elle avait 17 ans. Alors qu'il travaillait déjà à l'acierie de Linz, Joseph est venu habiter chez les parents de Rosemary, où vivait aussi Christine Rainer. Le premier de leurs 7 enfants est né peu de temps après, en 1957.
C'est ici que nous dormions quand nous étions jeunes. Et puis Monsieur Fritzl est venu habiter avec nous. C'était plus facile pour lui comme il travaillait à l'usine. On pensait qu'il travaillait tard, mais à vrai dire, il passait toute sa nuit sur son vélo à observer par les fenêtres ce qui se passait chez les gens. On s'en est rendu compte un peu par hasard. Le 6 octobre 1957, le curieux comportement de Joseph Fritzl est apparu au grand jour, quand il a violé une femme de son quartier. Il a été arrêté et condamné à 18 mois de prison. Il a été relâché un an après. Nous le pensions bien capable d'être voyeur, on l'est tous un peu. Mais quand nous avons appris qu'il avait violé une femme chez elle, nous avons été choqués. Mais ce n'était rien comparé à ce que nous avons appris par après. L'histoire allait se répéter. Maria Neubauer allait à son tour être attaquée par Joseph Fritzl alors qu'elle rentrait de son travail à l'usine locale. Pour la première fois, elle a accepté de parler de cette tentative de viol. J'allais prendre mes clés dans mon sac pour les introduire dans la serrure quand il m'a brusquement attrapée. Je me suis débattue, mais je n'arrivais pas à crier tellement j'étais choquée. Il était prêt à me violer, tout à fait prêt, mais il n'a pas réussi à me mettre par terre. Il a relâché son étreinte, il s'est encouru en disant « Un de ces jours je t'aurai ». C'est tout. Il n'a pas vraiment parlé. Il s'est redressé, il est monté sur son vélo, le vélo qu'il avait toujours, et il s'en est allé à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'il fut relâché de prison en 1958, Rosemary a pardonné à son mari. L'amour rendait ma sœur aveugle. Il était le seul homme qu'elle avait connu et elle était folle de lui. Donc elle lui a pardonné. Ma sœur est faible. Elle s'est laissée dominer par lui. La famille Fritzl, Joseph, Rosemary et leurs 7 enfants réussissent à donner l'impression d'être très unis. Paul Aura a été le meilleur ami de Joseph pendant 30 ans. Chaque année, les deux familles passaient leurs vacances ensemble, près du lac de Mondsee, où Joseph, qui avait déjà bien réussi dans les affaires, avait acheté l'hôtel Cistern. C'était en 1973. Voici l'endroit où nous venions toujours quand nous étions en vacances. C'est ici. Nous avions l'habitude de nous asseoir à cette table, Sepp et moi. Nous y faisions les pitres. Rosemary travaillait dans les cuisines. Rosemary était toujours de bonne humeur. Elle faisait toujours la cuisine, tout. Elle tenait l'endroit. Elle faisait les chambres, elle faisait tout. Les filles aidaient aussi, même ma fille leur a parfois donné un coup de main. Fritzl ne lui donnait presque rien. Il était tellement radin. Il lui a donné la cuisine et le salon, mais financièrement, il ne lui a rien donné. Elle devait travailler pour gagner sa vie. Dès que la moindre chose se passait, il la menaçait de l'enfermer dans la maison. Elle vivait constamment dans la peur, à la fois pour ses enfants et pour elle-même. Je crois que cela compte pour beaucoup. Il la traitait vraiment comme une moins que rien. Une moins que rien, c'est tout. J'ai toujours voulu être un bon mari et un bon père. J'ai toujours trouvé très important de rester décent et d'avoir un bon comportement. Le 4e des 7 enfants de Rosemary et Joseph, Elisabeth, est née en 1966. Elisabeth, elle était très calme, timide. Elle ne cherchait pas le contact. Je pense qu'elle était trop timide.
Quand elle venait nous voir à Monse, elle avait toujours l'air très timide, comme si elle avait peur. Il était cruel, un type cruel, je ne peux rien dire de plus. Une personne vraiment cruelle. Rosemary m'a dit qu'Elisabeth avait été souvent battue. Elle m'a dit que Joseph n'aimait pas Elisabeth. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « il ne l'aime pas, c'est tout ». Ma sœur était contente quand il l'a laissée seule. Elle voulait être en paix à la maison. En 1982, l'hôtel a été détruit par un incendie. La police qui suspectait un acte criminel a arrêté Joseph pendant quelques jours. Mais les preuves manquaient et il a été rapidement relâché. Après ça devait être en 1981 ou 1982. J'ai transformé une des pièces de ma cave en cellule. Joseph commençait à regarder sa fille adolescente Elisabeth avec beaucoup d'attention. Lorsqu'elle a retrouvé la liberté en 2008, elle a affirmé qu'il avait commencé à la violer dès l'âge de 11 ans. Les jumelles Krista et Jutta étaient les meilleures amies d'Elisabeth à l'école. On avait l'habitude de rencontrer Elisabeth à l'arrêt du bus. Nous parlions de ce dont parlent les adolescentes. On fumait aussi de temps en temps en cachette. On devait faire attention aux professeurs, donc on cachait les cigarettes derrière notre dos. On a passé de très chouettes moments avec Elisabeth. Sur cette photo de classe, Krista est assise juste derrière Elisabeth. On était très discrètes. Je ne pense pas que son père savait quoi que ce soit. Elisabeth est un petit peu comme moi, autoritaire. Il n'aimait pas ça du tout. Vers l'âge de 16 ans, Elisabeth Fritzl était considérée comme un enfant à problème par son père. Elle a fait une fugue avec une copine en 1983. Un de ses amis, Joseph Leitner, savait qu'Elisabeth avait envisagé de quitter définitivement la maison familiale. Elles étaient parties toutes les deux jusqu'à Vienne. Elles ont commencé à traîner dans la gare en tentant de trouver des gens chez qui elles pouvaient venir habiter. Et puis la police est arrivée et les a trouvées. Fritzl les a récupérées le lendemain. Il est venu les chercher à Vienne. C'est la dernière fois que les deux filles se sont vues. Mais cela n'allait pas être la dernière fois qu'Elisabeth serait récupérée par son père et ramenée dans la maison familiale d'Amstetten. J'ai rendu visite à Elisabeth. J'ai sonné et Rosemary m'a laissé rentrer. Et puis Joseph m'a vu, il a dit « Sors, sors d'ici, tu n'as rien à faire ici ». Je suis sortie immédiatement et la porte s'est refermée derrière moi. On ne pouvait pas entrer, c'était comme ça. C'est la première fois et la dernière fois que j'ai tenté de la voir chez elle. Dès qu'elle a commencé à devenir pubère, elle n'a plus rien respecté. Elle passait toutes ses nuits dans des bars louches où elle buvait et fumait. J'ai simplement essayé de la faire sortir de cette misère. Je lui ai trouvé un boulot de serveuse, mais elle ne voulait pas travailler plusieurs jours d'affilée. Elle s'est même échappée plusieurs fois. Elle avait de mauvaises fréquentations à cette époque, des gens qui n'avaient pas une bonne influence sur elle. Je la ramenais à la maison à chaque fois, mais elle tentait à nouveau de s'évader. C'est la raison pour laquelle j'ai dû faire quelque chose. J'ai dû construire un endroit où je pouvais garder Elisabeth par la force s'il le fallait, l'éloigner du monde extérieur. Joseph Fritzl
a demandé un permis de bâtir pour construire une cave dans sa maison d'Amstetten. Le permis a été accordé en 1983. Walter Lang, qui a été pendant quelque temps le mari de Christine Renner, la sœur de Rosemary, a été approché par Joseph pour s'occuper des travaux. C'est la première fois qu'il parle du rôle qu'il a joué à l'époque. Je me suis occupé de tout, du début à la fin. On n'avait pas l'impression que quelqu'un d'autre était là. J'ai tout construit. Joseph a choisi la hauteur du plafond et il a dessiné tous les plans. Personne ne savait qu'il y avait un cachot ici. Personne ne savait ça. C'était agréable de travailler avec lui. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'il a fait est triste. Vous ne pouvez rien dire de plus. Le 28 août 1984, Elisabeth disparaissait. Fritzl lui faisait respirer de l'éther et l'entraînait dans la nouvelle cave qu'il venait de se faire aménager. Août 84, Elisabeth est séquestrée. Son long calvaire dans la cave ne fait que commencer. Je savais qu'Elisabeth n'était pas consentante, je savais que je lui faisais du mal. Mais le besoin de pouvoir enfin goûter le fruit défendu était trop fort. C'était comme une dépendance. Les viols ont commencé presque immédiatement. Dans les mois qui ont suivi la disparition d'Elisabeth, Joseph Fritzl a commencé à parler d'une secte qui l'aurait enlevée. Une lettre soi-disant écrite par Elisabeth arrivée peu de temps après sa disparition confirmait cette thèse. Chère maman et papa, j'ai décidé de partir pour être indépendante. Je suis avec des gens qui prennent soin de moi et je suis en sécurité. Ne vous en faites pas pour moi, n'essayez pas de me retrouver, c'est ma décision et ma vie. Embrassez la famille pour moi. Joseph Leitner a vécu dans cette maison entre 1990 et 1994. Son appartement était situé juste au-dessus de la cave dans laquelle Elisabeth était enfermée. On a dit qu'elle avait rejoint une secte ou qu'elle était devenue prostituée aux Pays-Bas. On a entendu toutes sortes d'histoires du genre. Je me rappelle qu'à l'époque, on n'allait nulle part après l'école. Je n'ai donc jamais cru qu'Elisabeth avait quoi que ce soit à faire avec une secte ou avec des drogués. Je ne l'ai pas cru une seule seconde. Alfred Dubanowski, un autre camarade de classe d'Elisabeth, a également loué une chambre dans la maison familiale à l'époque de sa disparition. Je me demandais pourquoi Elisabeth était partie. Joseph m'a dit que c'était pour une autre religion. Ces gens rêvaient d'une religion différente et avaient rejoint cette communauté où on pensait différemment. C'était simple. Et ça ne me dérangeait pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les locataires d'Amstetten n'avaient pas le droit de descendre à la cave ou de se rendre dans une certaine partie du jardin qui se trouvait juste au-dessus de cette cave. Personne ne se rendait compte de ce qui se passait dans la maison. Tout le monde vivait très normalement. Nous ne pouvions pas entrer dans la cave, ni aller au jardin. On ne pouvait pas faire de photos, c'était ses règles principales. Si vous ne les respectiez pas, on vous mettait à la porte. On devait l'accepter. Fritzl était le genre de personne que vous respectez, sans poser de questions. Un jour, la porte était ouverte et j'ai pensé descendre l'escalier. Mais j'ai décidé de ne pas le faire, parce qu'il était toujours dans les parages. Je voulais être prudent.
Je leur ai expliqué qu'ils ne devaient pas jouer avec la porte de la cave, sinon ils risquaient de recevoir un choc électrique qui pouvait les tuer. La cave de ma maison était ma propriété privée, c'était mon royaume, et j'étais le seul à y avoir accès. Personne n'aurait osé entrer dans mon royaume, ni même me demander ce que j'y faisais. En 1993, Lisa, âgée de 9 mois, était découverte devant la maison familiale. Sur elle, une lettre soi-disant écrite par Elisabeth expliquant qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant. Elle était la première de 3 des bébés d'Elisabeth qui allaient être élevés en dehors de la cave, dans la maison de Rosemary et Joseph Fritzl. Mes chers parents, je vous laisse ma fille Lisa. Occupez-vous bien d'elle. Vous vous demandez probablement pourquoi vous n'entendez parler de moi que maintenant et pourquoi cette lettre est accompagnée d'une surprise humaine. Je l'ai nourrie au sein pendant 6 mois et demi. Maintenant, elle ne boit plus que des biberons et elle ne mange plus qu'à la cuillère. Je suis devenue incapable de m'occuper d'elle. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop de soucis. Lisa, le premier enfant, est arrivée avec une lettre. Elle disait « Je vais bien, mais ne demandez pas de mes nouvelles ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est abominable, c'est que les enfants étaient laissés sur le pas de la porte, les uns après les autres. Un enfant a été déposé quand je vivais encore là. C'était affreux. Tout le monde blâmait Elisabeth. Quel genre de personne est-elle? Comment une mère peut-elle faire une chose pareille? En 1994, Monica, une autre fille, était laissée à son tour sur le pas de la porte. Paul Aura et sa compagne Andrea Schmidt se souviennent de l'appel téléphonique d'un Joseph Fritzl très irrité en 1996 quand il venait de découvrir un 3e bébé, Alexandre, sur le pas de la porte. Joseph m'a dit, Polly, ils ont encore mis un enfant sur le pas de ma porte. J'ai dit, mais c'est impossible. Il m'a dit, ils m'ont mis un 3e enfant sur le pas de ma porte. Cette fois, c'est un garçon. Je lui ai dit, Seb, ça doit s'arrêter, sinon tu dois ouvrir une crèche. Pour les locataires des chambres chez les Fritzl, la vie continuait très normalement. On faisait souvent la fête chez moi. J'invitais des amis, des voisins. Nos voisins étaient toujours chez nous. Et on a passé de bons moments ensemble. Ces images, jamais diffusées auparavant, montrent une de ces fêtes chez les Leitner, juste au-dessus de la cave. Aujourd'hui, je me demande toujours, qu'y avait-il là en dessous? Je ne savais pas qu'alors qu'on faisait la fête au rez-de-chaussée, quelqu'un était enfermé en bas depuis si longtemps. Avec le recul, c'est tout à fait insupportable. Il y a des choses qui me font mal encore aujourd'hui. Le chien des Leitner, Sam, aboyait et griffait le sol de l'appartement quand il était seul avec son maître. Sam était un bon chien. Il avait un excellent caractère. Pourquoi grognait-il en regardant le sol quand je regardais la télévision? Quand il faisait parfaitement calme, à 2 ou 3 heures du matin. Qu'il n'y avait pas de voisins qui rentraient, personne dehors dans le jardin. Il était toujours couché sur le sol, en train de gronder ou d'écouter. Il fixait tout le temps le sol. Maintenant, je sais pourquoi. Certains des locataires commençaient à soupçonner que quelque chose de bizarre se jouait chez les Fritzl. J'ai demandé à monsieur Fritzl ce qu'était ce bruit de coups. Ça me dérangeait. Il m'a dit que c'était le chauffage au gaz. On venait de remplacer la chaudière et le bruit était dû à ça. C'est comme ça. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Parce que je ne crois pas n'importe quoi.
Nous savons que pendant les 24 ans de détention d'Elisabeth, 100 personnes ont vécu dans cette maison, dans les appartements situés juste au-dessus de la cellule. Personne n'a vu quoi que ce soit, personne n'a entendu quoi que ce soit, personne. Le 28 avril 1996, Elisabeth donnait naissance à des jumeaux, Alexandre et Michael. Michael est mort après 3 jours. Joseph Fritzl a été reconnu coupable d'avoir brûlé le corps du bébé dans son feu ouvert et répandu les cendres dans le jardin. En 1998, Paul Ora et Joseph Fritzl sont partis pendant 1 mois en vacances en Thaïlande. Elisabeth était enfermée depuis 15 ans et elle avait accouché à 7 reprises. C'était des vacances formidables en bord de mer. Nous sommes allés partout, des îles à Bangkok. On a tout fait. Oh là 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 là. Tu veux essayer? Alors je vais devoir reprendre la caméra. Le simple fait d'imaginer qu'il se faisait masser, et ça le faisait rire, alors que les enfants étaient enfermés dans la cave, c'est incroyable. Il le prenait comme une plaisanterie. Je me demande à quoi il pensait. Pendant qu'ils sont enfermés, je pars en vacances me faire masser. Regardez, il arrive même à rire là. Je ne comprends pas. J'aurais pensé des choses bien différentes. On a fait un tour au marché et je lui ai dit « Sepp, achète quelque chose pour tes enfants, un cadeau. » Je pensais au petit qu'il élevait, il a dit non, je n'ai besoin de rien, ou un truc du genre. Hein. Je lui ai aussi dit, ramène quelque chose à Rosemary. Il a répondu, que puis-je lui acheter? Elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Oui, tout à fait. Et puis il s'est dirigé vers cette robe quand je filmais. Sur ces images de vacances inédites, Paul filme Joseph quand il achète une robe qui n'est manifestement pas de la taille de Rosemary. Vous pouvez tout acheter à ce marché. Des chemises, des sous-vêtements, des robes. Il a demandé au vendeur de lui montrer une robe pour sa... petite amie. Pas pour Rosemary, hein, c'était pas sa taille. Et puis il m'a vu, il m'a dit « Arrête la caméra, personne ne doit voir ça ». Je lui ai dit que personne ne le verrait, que je le couperais, que je filmais simplement les choses qui étaient là. Il a dit, ce n'est pas pour Rosemary, c'est pour ma petite amie. Je m'en fichais de savoir qu'il avait une petite amie. Où est le problème? Ça arrive dans beaucoup de familles. La dernière fois que nous lui avons rendu visite, nous étions à l'étage, dans son appartement, quand le petit garçon Alex est arrivé. Je l'ai regardé et j'ai dit « Sepp, c'est vraiment toi tout craché ». Il a commencé à rire en disant « Oui, 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 oui ». Les gènes Fritzl. Février 2008. Toutes les villes autrichiennes célèbrent le carnaval. Alors que la fête bat son plein dans les rues d'Amstetten, au sous-sol de la maison des Fritzl, l'état de santé de Kirsten, la première fille de Joseph, âgée de 19 ans, devient de plus en plus inquiétant. Elle perd conscience et fait des crises de paralysie. Elisabeth implore son père de permettre à Kirsten de quitter la cave pour voir un médecin. Adelheid Kastner est la psychiatre chargée d'établir le rapport médical sur Fritzl. Elle l'a rencontré à 6 reprises après son arrestation. Je ne vois jamais les gens que je rencontre comme des monstres au début. Je les considère comme des personnes. Et j'essaye surtout de comprendre comment ils ou elles fonctionnent. Les gens peuvent être surprenants. Ils peuvent être très différents de ce à quoi vous vous attendez. Je ne suis pas le genre d'homme qui aurait fait du mal à un enfant. Ça a commencé beaucoup plus tard, quand elle était déjà au sous-sol. L'inceste peut être dû
au fait que vous avez le sentiment d'avoir le droit de faire ça. Parce que votre famille vous appartient et que tous ses membres sont là pour votre propre bien. Je savais qu'Elisabeth ne voulait pas les choses que je lui ai fait subir. Par un processus lent, mais très efficace, vous pouvez alors vous convaincre que vous ne faites aucun mal à l'enfant. Qu'en tant que père aimant, vous faites connaître à l'enfant le monde qu'il va découvrir tôt ou tard. Vous pensez que vous êtes la personne la plus compétente pour le faire. Vous savez ce qui est le mieux pour l'enfant et comment vous y prendre pour qu'il le découvre. Je me demandais vraiment si je devais la laisser sortir ou pas. Mais je n'arrivais pas à prendre une décision. Ou peut-être plus exactement, je savais qu'à chaque jour qui passait, ce que j'avais fait serait jugé plus sévèrement. Mais avec Kirsten, qui sombrait de plus en plus dans l'inconscience, Joseph Fritzl n'avait plus le choix. Il a demandé à Elisabeth d'écrire une lettre de plus, cette fois à l'attention de l'hôpital où il comptait emmener sa fille, gravement sous-alimentée. Aidez-la, s'il vous plaît. Kirsten est vraiment terrifiée par les gens. Elle n'est jamais allée dans un hôpital. S'il y a le moindre problème, appelez mon père. Il est la seule personne qu'elle aime. Kirsten, s'il te plaît, reste forte jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver. Nous serons très vite de retour avec toi. Les médecins ont posé des questions à propos de Kirsten. Elle n'avait pas de dossier médical, pas de pièce d'identité. Fritzl était rattrapé par ses mensonges. Le cauchemar était terminé. Le 19 avril 2008, la porte de la cave était ouverte. La libération de Kirsten avait mis fin au cauchemar d'Elisabeth. 8516 jours après son entrée, Elisabeth et ses 3 autres enfants maintenus dans la cave sont enfin délivrés. La gestion de la disparition d'Elisabeth par les autorités a suscité de nombreuses questions. Depuis 1984, des assistants sociaux sont venus à 21 reprises dans la maison de Fritzl. Et ils n'ont jamais soupçonné la moindre chose. Mes services et la police ont tout fait pour retrouver Elisabeth. Nous l'avons cherchée partout en Europe. Nous avons posé des questions à différents bureaux et institutions. Personne ne savait à ce moment-là qu'elle avait été enlevée. Un seul homme était au courant, Joseph Fritzl. L'affaire s'est retrouvée directement à la une des médias. Les voisins, les amis, les connaissances, tout Amstetten était en état de choc. Le procès s'est ouvert le 16 mars 2009. Joseph Fritzl était accusé de viol, d'inceste, de faux et usage de faux, d'emprisonnement, d'esclavagisme, d'usage de la force, de privation de liberté, mais aussi et surtout du meurtre du petit Michael. Mais le procès n'a pas mis un terme à cette histoire. Rosemary vit ici, seule et sans le sou. Nous ne pouvons pas croire qu'elle ne savait pas. C'est peut-être vrai, mais je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas imaginer qu'elle ne savait pas quelque chose. Quelque chose a dû lui paraître bizarre. Peut-être. Elisabeth et ses enfants feront encore couler beaucoup d'encre dans la presse. Leurs nouvelles identités ont été dévoilées par un journal populaire. Cette information a été payée très cher. Paul, lui, a toujours beaucoup de mal à accepter le vrai visage de son meilleur ami. Il n'est plus mon ami. C'est un criminel. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Je pensais que c'était quelqu'un de correct. Mais ce qu'il a fait,
est inacceptable.